la Tunisie, ses complices et protecteurs seront-ils bombardés par l'ONU du fait de mes affaires? Avant de répondre à cette question, une question, et ce par quoi le cerveau tente de collecter une ou des informations aptes à convertir sa posture d'attente stressée par la perspective de la victoire du vide en posture de moins stressée par la perspective plus ou moins inverse. L'inverse n'étant pas toujours l'inverse de l'inverse, surtout au sein de cet univers où l'implant religieux a supplanté les fonctions mentales. Faisant de la sorte de la schizophrénisation, auto-schizophrénisation, une norme comportementale. Et l'on ne peut logiquement adopter divers comportements en même temps du fait de la dictature de l'unité et de l'unitarisation, auto-unitarisation du cerveau, pour lequel la notion de norme n'est pas seulement une garantie de pérennité. Elle est aussi une garantie de cohérence au sein de la pérennité. Donc une garantie de validation de l'unité comme à son tour garante du maintien et du déroulement logique de la forme biologique, de ce qui s'y trame selon une logique forcément développementalisante, auto-développementalisante, et du sens psychologique qui, tout en menant les processus, il s'auto-valide et valide à l'effet d'autoriser ou de sanctionner la notion de continuation. Donc, comme garante de l'efficacité de la lutte contre les deux formes du vide. Donc, les deux formes vidiques qui, de par leur constitution initiale, assaillent sans répit l'organisme et la matière en général. Là, ou bien elles les forment et les promeuvent, ou bien elles les anéantissent. J'évoque le vide dynamique en tant que vide en soi, qui n'a de sens que dans la vidisation par soi, dans le sens de l'action apparemment contre le non-soi, comme il se doit de toute expression. Certes, il fait du vide partout même, paradoxalement, en lui-même, sans être vidé, donc en demeurant dynamique du fait de ses vertus technico-énergétiques majoritaires. Je certifie un vide créateur d'anti-espace, mais aussi d'espace vide, donc un vide non spatial, mais s'immisçant partout,
même là où son action finale est ajournée eu égard à la résistance provisoire de la matière. Eu égard à la résistance provisoire de la matière. Aussi, les idéologies et les implications politiques, les procédures pseudo-culturelles et tout produit de la SBCT concourent en abordant le cerveau en tant qu'organe unifiant et hyper-logicisant. Donc comme un organe dangereux pour leur pérennité, et qu'elle s'empresse d'anesthésier afin de l'empêcher d'appréhender les totalités objectives en tentant de totaliser rationnellement ses propres fonctionnalités. D'ailleurs, on s'aperçoit que toute l'histoire, que ce soit au niveau de la société globale, du groupe, de la famille, et même au niveau de tout duo neutre, sévit la volonté de l'un et de l'autre, ou sévissent la volonté de l'un et celle de l'autre, d'étourdir et de dérationaliser la conscience de l'un et de l'autre, afin de se manipuler, de s'intoxiquer et de se vaincre mutuellement, en fin de compte, suivant des paramètres où la pro-animalité subsume à bloc le processus socio-naturel et déséquilibre plus encore l'approche qui se trouve déséquilibrée du fait de sa mixité anachronique. D'où l'on relève finalement que cette tactique s'inscrit directement dans la politique du processus sélectionniste, de très près supervisé par l'appareil sauvegardiste de chacun. De plus, tout dans la vie du sujet qui tente de s'affirmer au monde en tant qu'être psychiquement ambivalent, donc en détruisant des parties de ce monde au profit de sa propre construction qui ne peut être en vérité une construction à partir du monde où son contenant cosmique est détruit. Sinon, on parlerait d'entités organismiques hybrides ou quasiment immatérielles, donc inexistantes. Enfin, tout dans la vie de ce sujet s'articule. Tout dans la vie de ce sujet s'articule au gré de deux optiques. Celle de la victoire du vidique sur lui et sa victoire, par ailleurs, extrêmement limitée sur ce vidique. En définitive, en tentant de se construire d'après les élans inévitables brigant l'absoluité, le sujet SBC finira par détruire le monde au bénéfice de sa propre construction, et ceci suivant le principe de l'auto-préservation, même sur le compte des supports cadraux.
Dès lors, on peut enregistrer une erreur fatale de l'appareil sauvegardiste fondé sur le leurre stratégique irrécupérable. En réalité, la fatalité de la destruction de la nature par elle-même semble paradoxalement s'inscrire dans le seul souci de préserver une partie de cette nature qui ne sera pas en définitive préservée. Du fait de la destruction du noyau bioporteur qui fait que toute forme de vie, et même les formes inorganiques, possèdent forcément un noyau, sinon le reste de ces formes n'aurait pu se développer. Sachant que l'extrême majorité de cette nature agit plus instinctivement que rationnellement, en notant au passage que l'instinctivation possède une part de rationalité accélérée. En revanche, répondre à une question est un mécanisme où l'on n'énonce pas forcément la vérité, mais où l'on fournit les éléments sélectionnés par l'appareil sauvegardiste qui tente de bousculer le vidique par l'insertion de néo-vérités conséquentes. À moins que le cerveau soit sous l'emprise d'une pathologie qui paralyse ses mécanismes rationnels et le convertit en ennemi de l'organisme qu'il est censé gérer, prémunir et promouvoir. De la sorte, il s'affirme en son propre ennemi. Je signifie une espèce dont il lui-même, dont l'action peut être graduée et ballottant entre l'autopréservation et l'autodestruction, et ceci du fait des tentatives désespérées et parfois contradictoires de l'appareil sauvegardiste en posture de sauvegardisation effrénée et quelquefois aveugle, de l'aveuglement de l'expression instinctiviste. Car quel cerveau sacrifie-t-il l'organisme qu'il est fait pour protéger, à moins qu'il ne soit pas son cerveau initial, donc l'ennemi de cet organisme? Et l'ennemi de cet organisme, c'est ou bien un ennemi externe et autonome, ou bien la pathologie. Je désigne cette entité providique, débridée, qui opère d'ailleurs autodestructivement, puisqu'elle disparaîtra elle-même avec la fin de l'organisme qu'elle est chargée d'agresser et d'anéantir si méthodiquement. D'où l'on peut conclure que la vie elle-même disparaîtra en déployant tout ce dont elle dispose pour durer. Sachant que l'ennemi externe, en posture non décisive, procède par imitation schématique de la pathologie.
Notons à titre d'illustration la fabrication de virus imparables dans les labos des services secrets. En tout cas, en répondant à une question, on peut vivre un instant de deux natures cathartiques ou pseudo-cathartiques quand on ment. Mais cathartique aussi du fait que même quand on ment, on vit un état cathartique du fait de la sensation d'un soulagement typique des situations psychiques où l'on estime avoir évité des situations peu profitables. La catharsis étant la récompense que s'offre l'organisme à l'issue d'un effort ou d'une soustraction à une situation périlleuse ou de simple stress. Du reste, avant de répondre à cette question, il serait utile de s'imprégner des données théoriques de la science réelle. Non celle qui a subi les menées subversives et retoucheuses du TS et de ces deux commanditaires, la bourgeoisie occidentale et l'Occident participativiste, concourant selon cette stratégie où des partis faussement ennemis ou des partis faussement ennemis s'attaquent en apparence et collaborent dans la pratique. Ceci à la faveur d'une cohésion qui en fait un pré-organisme unique. Donc une entité qui outrepasse l'uni-organisme traditionnel en qualité technique. Sachant que la science réelle entend déjà que science d'elle-même qui ne peut que toujours scientifiser, sinon elle s'arrête de l'être, donc qu'elle commence à déscientifiser, cette science ne s'incline ni devant l'idéologie, ni devant la culture, religion en premier, ni devant la gauche, ni devant la droite, ni devant l'État, ni devant la masse fasciste, ni devant le parti politique auquel elle voue d'ailleurs une inimitié particulière, auquel elle voue d'ailleurs une inimitié particulière. Auquel elle voue d'ailleurs une hostilité particulière. Cette science ne s'incline ni devant personne, ni devant rien, le rien étant la seule chose qui a permis à la matière d'être. Donc, elle ne s'incline devant rien, pour la simple raison que son rapport profond et équilatéral à elle-même en fait une unité par elle-même et par tout ce qu'elle aborde et ce qu'elle projette finalisé. Et qui n'admet finalement en elle-même qu'elle-même, en dehors d'elle-même, que tout ce qui est d'elle. D'où évoquer une dictature propre à la transcendance absolutisante de la substance
et de la méthode. À propos de sciences réelles, j'évoque en réalité celle fondée sur le redéfinitionnisme, approche issue des conclusions anti-SBCT, où elle refuse opiniâtrement de se faire asservir par le stratégisme, qu'il soit idéologique ou autre, mais surtout de se faire supplanter par la non-science. Donc, parce qu'elle est venue combattre et supplanter afin d'asseoir ce que je peux dénommer le monde unipolariste relatif, où elle serait majoritaire. Et le minoritaire ne serait là que pour fonder son unipolarité grandissante, plus dans le sens de la qualité que du volume. Et l'on s'aperçoit que dans un souci désespéré de monopoliser le champ analytique historique, la religion, expression doctrinale de l'antiscience la plus explosive, s'est partout rebaptisée science religieuse. Et c'est dès lors lourdement affaissé sur les organigrammes universitaires déjà profondément affectés par la mystagogie reprogrammatisante. Tenez des dénominations du genre suivant: le conseil scientifique de la mosquée d'Al-Azhar, et tant de conseils scientifiques et palabrement scientifisés, et ceci dans le but d'acculer le cerveau à s'acculer lui-même, à intervertir scientificité et anti-scientificité. Donc, ces phénomènes infestant les écoles religieuses ne se contentent pas de faire esclaffer l'analyste scientifique. Elle le supplie en profondeur d'assister impuissant à une surcolonisation systématique et plus qu'aisée du concept scientifiquement, donc durement élaboré par le produit sismique du cerveau reptilien. En tant que faux pieux magistral, le monde arabe, mon bourreau et persécuteur participativiste et historique, qui souffre, ce monde arabe, qui souffre de la forclusion hyper consentie de l'auto-vécu du soi naturel et rationnel, a toujours vu son rapport à la conscience consciente autoconscientisante supplantée par une pseudo-conscience caractérisée par un déferlement de schémas extra-élaborés et injectés à même ces embardées pulsionnelles et attentes magiques.
d'où l'on sera en mesure déjà de définir le profil réel des acteurs d'une situation comme l'exige le principe de la connaissance primaire au service de l'analyse finale. Et ceci a l'effet d'aboutir à une connaissance finale. La connaissance étant ce par quoi le psychisme intègre les données réanalysées de l'existence, de la nature, etc., afin de mieux connaître le monde environnant, les autres, et se connaître lui-même, et par suite lutter contre l'infinitique, donc le vidique, le vide, suivant les modalités les plus performantes déployées au profit de lui-même. D'où connaître, c'est se connaître, puisqu'on ne peut connaître que par ce qu'on est connu, et c'est le plus connu en soi qui parvient à mieux connaître le monde d'ailleurs, grâce à l'existence de l'inconnu. Car la durée de vie de la connaissance est tributaire du non connu. Sachant qu'un cerveau sans connaissance est déjà un cerveau qui n'existe pas en tant que cerveau. Le cerveau lui-même ayant été auto-inventé pour lutter contre la disparition de l'organisme qui le supporte et dans le but de faire du cerveau l'outil analytique et moteur absolu afin de servir fondamentalement l'objectif, afin de servir fondamentalement l'objectif que c'est en partie l'existence. Rappelez que la course à l'absoluité est une approche normale et logique du fait de l'aspiration de tout vivant à la perfection absolue, dans le but d'échapper aux sanctions sélectionnistes réputées pour s'infiltrer immanquablement par là où s'annonce la notion de faille énergético-technique. Enfin, l'être peut se surétriser donc déjà par nature ontologique et ensuite par surcompensation, donc par pression non décisive. Néanmoins, le crime absolu lui coupe toute possibilité de continuer sur la voie de l'autopromotion de l'être. À savoir que l'être au modèle fini n'a de souci que de se débarrasser de la condition animale qui l'enveloppe au sein de l'organisme porteur. Et comme il ne peut opérer un pas d'avancée en dehors de cet organisme pro-animal, atteindre le statut modèle relève pour lui de la gageure de regénétiquement transfiguré. À moins qu'il n'accepte un statut d'être modèle imbriqué dans un environnement interne animal.
Parmi les obstacles qui achoppent le plus à l'avancée de l'être, même au sein de l'animalité, reste la culture. Avec la religion comme fausse méthode libératrice et s'avère l'antithèse de ce qu'elle prétend. En ce qu'elle s'affiche comme la démarche la plus meurtrière de la raison, même avant la pathologie mentale. Du fait qu'au sein de la maladie mentale, le cerveau lutte avec un acharnement sismique pour retrouver l'équilibre, alors qu'au sein de la religion, le sujet déploie tout pour suicider sa propre raison en surnormisant sa pathologie en plus. En tout cas, la conscience de la conscience, qui est une phase indispensable de l'évolution du cerveau, commence par la conscience de l'inconscience, situation d'absence au réel par ignorance ou par simple défaillance, ce qui fait que la présence à ce réel n'est qu'une situation de conscience de l'absence à ce réel. L'inconscience volontaire étant une approche impossible du fait de l'inaptitude du cerveau à se mentir à lui-même en présence d'éléments déjà analysés et identifiés par lui. Donc, de se travestir des situations de vérité dont il est conscient, au risque de basculer dans les situations d'automensonge direct et non motivé. Là où la notion de souffrance inutile peut déstabiliser plus ses rapports à lui-même. Dès lors, l'ONU, qui ne peut, en vertu de ce qu'on est par le soi total et non par le non-soi, même s'il est total, entend donc que structurellement qu'être ce qu'elle est par rapport à la notion d'uni organisme ambiant, censé n'être qu'un seul organisme, même en ayant des éléments séparés, d'où l'on palpe son caractère holistique, quasi pensant. Et être ce qu'on n'est pas, c'est être ce que les paramètres sélectionnant où participe une batterie de facteurs n'ont pu faire pour qu'on soit. Alors qu'être ce qu'on n'est pas encore, c'est tenter d'être en direction d'un devenir où être signifie déjà avoir été. Au reste, cette ONU ne peut qu'organiquement, pulsionnellement et intellectuellement servir l'uni-organisme. Et là, il s'agit d'un uni-organisme amélioré. Donc, elle ne peut que servir l'uni-organisme duquel elle fait partie. Sinon, on évoquerait un processus autodestructif où une partie d'un organisme entre en sédition contre les autres parties, mais surtout contre la structure de cet organisme.
elle acquiert le statut d'élément autodestructurant. Non au service d'une néostructure structurable, structurante, mais au service d'une non-structure pro-vide. Et l'on reconnaît là un mode opératoire de la pathologie réputé pour opérer selon une vitesse disputée à partir de la forme en direction de la déformation finale. Ce qui se poserait en station finale comme une situation d'antivie et psychologiquement d'anti-soi. D'où son comportement uni-organismique et uni-organismisant. Donc, répondant unanimement et instinctivement aux prédécisions structurelles, mais aussi militant au service de l'unité spécifique de cet organisme. À dire vrai, le sujet SBC ressent et vit l'uni-organisme selon des rapports déterminés par les liens biologiques subjectifs. Mais doté d'une puissance inouïe qui semble avoir été formée par la terreur de disparaître face au vide majoritaire. Paradoxalement, tout en étant capable de massacrer des millions de ses congénères, ce sujet reste attaché à l'uni-organisme qui le lie à ses congénères suivant le principe du lien biomental. Je reste persuadé que ce phénomène vient des impartitions impitoyables de l'appareil sauvegardiste qui fait que quand la patte d'un loup
et prise au piège, ce dernier la sacrifie en la sectionnant. Le principal pour lui étant de s'en tirer même en se faisant condamner à boiter à vie. Au reste du fait du participativisme, les populations fascistes sont à l'origine de presque 100% des crimes commis contre moi. Ainsi, en étant une prothèse puissante du système sauvegardiste occidental, concourant et survivant grâce aux parallélisations des pratiques par la parentélisation du discours et des mises en scène, cette ONU ne peut, à cause à la fois de son implication uni-organismique et aussi du fait de ses intérêts directs, elle ne peut que servir l'Occident comme gestionnaire de la tête de pyramide biomentale. États-Unis et France en tête, par exemple. En effet, elle les sert non seulement à cause de leur suprématie militaro-économique qui agit sur le cerveau selon le principe reconfigurateur et suppressif de l'hostilité évolutionnaire, et l'on ne sert efficacement, voire cultuellement, que le plus puissant, à cause de maints facteurs complémentaires, dont le désir d'identification au plus puissant, eu égard à la loi de la prévalence de la suprématie, qui fait que l'évolution est l'auteur de la vie, et son maintien en direction de la suprématisation. Ensuite, l'identification du puissant à la valeur énergético-technique naturelle et même à Dieu, d'après cette posture où l'on est conscient de sa petitesse et où l'on aspire à l'absoluité perçue par les sujets à la fois comme point de repère fantasmatique consciemment considéré comme logique et comme une garantie psychologique de maintien illogique, aisément logicisé, etc. Ainsi, l'Occident reste la partie sous-majoritaire, celle majoritaire absolue étant la SBC universelle. Donc, la sous-partie majoritaire qui a réinstitué cette ONU déjà structurellement et SBCistement pré-instituée sous forme de structure initiale. Il l'a fait dans un esprit protitique intégré, qui apparaît protitique non intégré, donc appartenant à la catégorie des prothèses d'origine externe. Dès lors, il la gère de manière automatique et elle lui obéit de manière instinctive en l'entraînant dynamiquement en cas d'hésitation de sa part. De la sorte, l'ONU perçoit cette partie qui est l'Occident comme une structure centrale destinée à abriter les parties tout en étant insécable et structurellement dévolue à ne pas être retranchée.
Sinon, on serait en présence d'une situation pathologique où un sujet sacrifie ses outils vitaux et intérêts au bénéfice d'autres sujets, même avérés ses pires ennemis. Alors que les lois qui gèrent l'existence en tant que pseudo-présence à un monde aux lois quasi immuables, donc ces lois stipulent que l'existence, même semi-consciente, est quand même consciente de la nécessité absolue de se sauvegarder. D'où l'implantation de l'appareil sauvegardiste à une échelle biomentale qui semble transcender et la conscience et l'inconscience. J'évoque une situation sensitive qui a incité les religieux à soutenir l'existence d'une extra-voie sensorielle. Et voici une auto-interrogation, topique des situations de vie d'actifs et qui, de ce fait, revendique le statut de tentative sérieuse de stabiliser le cerveau. Mais qui jugera le juge quand il est coupable? Et qui jugera la plus haute instance juridique du monde, d'ailleurs autoproclamée, quand elle s'avère une centralisatrice de la criminalité la plus irrémissible? Donc une centrale anti-juridisante opérant selon l'inverse de l'affiché déclaré. La réponse, personne en Occident bien sûr, puisque nul organisme ne peut juger une partie de lui-même. Donc, ce qui en fait un organisme total, auto-totalisant. Donc lui-même. Et se juger soi-même dans une perspective sanctionneuse est une perspective non envisageable. À moins qu'on soit doté de deux sièges décisionnaires distincts, donc deux cerveaux au mécanisme sensitif autonome, donc interconflictuel. En tout cas, il n'existe ni légalité, ni droit, ni justice, ni humanité, ni philosophie, ni rien de ce que chante en un premier temps le profil SBC, en posture d'embuscade, et ensuite la fausse gauche, comme stratégie manipulatrice et escamoteuse du profit pro-animal dans ce monde. Donc si ça n'existe pas donc, dans ce monde, ce n'est pas de la faute de l'ONU en tant qu'organisation conséquente à la volonté SBCiste, mais de celle de la SBC qui est la conséquence de sa propre essence. Donc l'essence d'elle-même en posture d'essentialisation compétitiviste de l'essence initiale.
relève qu'une essence est avant tout l'essence d'elle-même, mais surtout qu'elle n'a de sens et d'essence que par la promotion optimale de son essentialité propre, qui ne peut à la fois être la sienne et celle de ce qui n'est pas elle. Mais supposons qu'une essence tente d'être une alter-essence, donc l'essence d'autre chose, tout en étant l'essence de cette chose. Il se passera que cette chose cessera du fait d'avoir perdu son essence, ou à la rigueur, elle deviendra l'autre chose. Dès lors, seule une force tierciste fondée sur le redéfinitionnisme, avec ses vertus détransactionnalisantes et décomplotégénisantes, mais surtout désorganisantes, mais qui, du fait de son décarcassement de la pathologie SBC et sa rigiditisation par l'Occident, est à même de se poser comme un élément sain, donc DSBC-isant. J'évoque un élément capable de transcender la nature SBC par l'analyse approfondie de soi, des autres et de la totalité phénoménale, à l'appui d'outils inattaquables par les notions de contre-analyse et surtout de la conscience de la prévalence de la spécificité comme moteur infaillible de la notion de mal essentiel. Je précise une conscience que ne peut octroyer que la science psychologique, jumelée avec la science initiale, celle d'un cerveau sain. Certes, l'élément de décision en lui-même n'est pas suffisant pour déterminer l'action de l'ONU. Même si elle est confrontée au volume, à la nature et aux conditions de perpétration de cette barbarie sans précédent et participativement administrée qui m'a visé en Tunisie et en France, sous supervision aussi enflammée qu'indéfectible des entités les plus immorales du monde. Néanmoins est requise l'intromission d'un élément tiers, une pression externe, paramétrée selon les règles de la puissance tierce en action pré-belliqueuse. Donc il faut cela pour acculer l'ONU à réagir en fonction de la règle de l'extra-réactionnalisation par la pression providique artificielle. D'où le constat que les mécanismes de vie du droit moderne ne sont pas intégrés à l'organisme biomental. Donc, qui sont initialement incompatibles avec la structure, de telle façon qu'ils se trouvent souvent
rejetés par la mentale SPC qui les évalue en tant qu'éléments incompatibles. L'incompatibilité étant ce qui fait que le compatible est rejeté, non pour sa compatibilité, mais pour son incompatibilité. Certes, il existe des mécanismes de droit intégrés au mental SPC. Mais il s'agit là du droit biomental qui s'exprime à travers la défense pulsionnelle et suranimalisante des intérêts de cette SBC. Ces mécanismes sont en effet gouvernés par le principe d'impactisation maximale propre à la stratégie de l'animal en posture d'impact décisif, donc en position de finalisation finale du projet annihilateur et sans doute consommateur de l'obstacle vivant. Évoquant dès lors un droit pro-animal tel qu'il est effectivement pratiqué dans le monde à la place du droit publiquement chanté et dont l'ampleur dans le monde arabe participativiste par exemple est si choquante du fait de plusieurs facteurs dont initialement la forclusion radicale du contrepoids rationalisant. J'évoque l'esprit scientifique pur qui fait que le cerveau lui-même accepte d'être éprouvé par le balayage des éléments rationnels qui lui servent de support. Éprouvé par le balayage des éléments irrationnels qui lui servent de support. Je ressouligne l'esprit subversif cyclique qui fait qu'on est prêt à sacrifier le déjà prêt et rationnel au bénéfice de ce qui est à construire, mais plus rationnel. L'acceptation de la souffrance de l'esprit en voie d'émancipation. À la vérité, l'ONU s'est avérée la complice essentielle et historique des bourreaux impliqués dans mes affaires, en ce qu'avant tout, elle constitue un élément périphérique reconstituant du noyau. Ensuite, à une échelle pratique, elle ne s'est pas contentée de ne jamais répondre à mes plaintes, alors que je n'ai pas cessé de l'appeler à l'aide durant des décennies. De surcroît, elle a tout fait pour prémunir les coupables, perçus par elle comme des prothèses intouchables, attachées à l'organisme duquel elle participe, et ceci dans le but de les soustraire au moindre jugement, donc à une contrainte majeure, à même d'affecter l'organisme auquel elle est affiliée. Par suite, elle a étouffé mes affaires en protégeant et en refusant d'interpeller ces bourreaux catalogués comme les plus criminels de l'histoire. J'encadre des niveaux suranimalisants et répondant aux paramètres gérant l'animal préhistorique ayant profité des donnes de la socialisation, tunisiens, leurs complices et protecteurs en tête. Ainsi, les coupables enhardis par une impunité historiquement et absolument garantie, à un niveau universel où ils ont été au-dessus des lois
et de toute forme de moralisation ont continué publiquement et de plus belle leur barbarie. En conclusion, on peut énoncer que l'ONU est largement indigne de représenter l'apparentiel d'un droit déjà essentiellement forclos et qu'elle accroît dans son existence selon les techniques de la persuasion mixte où le quasi-magique se mêle à l'argumentation rationnelle trafiquée. Donc le droit qu'elle prétend appliquer en faisant croire en un droit paradivin dont la simple origine implique une adhésion indiscutable et une terreur fatale, surtout quand il s'agit d'appliquer ce droit dans le sens des intérêts de l'Occident. Quant au rapport de l'ONU à la bourgeoisie, celle occidentale avec celle française en tête de la tête, il ne peut être que le rapport de la méga-prothèse à l'organisme initial. J'évoque d'ailleurs une méga-prothèse hyper faussement moralisée et juridisée à l'effet d'être reprothétiquement universalisée de par une paradivinisation perçue par l'unicerveau SBCiste comme une promesse fiable, validant le bien fondé du processus transsubstantiatif. J'encadre un processus qui permet au sujet SBC de finaliser son fantasme d'auto-annihilation dans l'inverse parfait. Donc, son décarcassement de l'organisme animal qui abrite ses batteries sensitives sans bien entendu se décarcasser de l'effectif positif de ses sensations. Ainsi, ce rapport de l'ONU à la bourgeoisie ne peut être que le rapport de la méga-prothèse à l'organisme initial, instinctivement et consciemment féru de prothétisation à l'effet d'acquérir le volume et la technicité voulue absolue de cette absoluité plus sensitivable et canalisable. Je souligne des prothétisations à même de finaliser le semi-fantasme, semi-effet réel du processus éternisant. Insérer que ces deux semi-effets restent génétiquement indissociables, eu égard à la règle de la réalisation par la fantasmisation, situation où le réel biomental est acculé à être soutenu par les projections fantasmatiques au sein du monde de l'incertitude. Donc le monde de la non-absoluité technico-énergétique de l'organisme biologique. Dès lors, la dissolution de l'ONU qu'adoptera la bourgeoisie d'une montée spectaculaire de l'élément majoritaire adverse, le vide. Je disais, l'expression de la victoire de l'absolu annihilateur sur la matière et les matérialisations relatives qui ne peuvent par ailleurs que l'être, du fait même de l'absoluité et de l'éternité du vide, contenant mixte de lui-même et de la matière éventuelle. Allah qu'adoptera donc de la vidisation majeure de son organisation comme rapport stabilisateur à l'espace-temps au sein de la pyramide biomentale. Je signifie une pyramide elle-même native du rapport
de la SBC à elle-même, comme bestialement vécue par soi, en tant que soi-même, jamais objectivement vécue par soi, et de son rapport à la nature externe véhiculée par le vidique fulminant. Mais aussi comme réorganisation et réadaptation sociale de la suranimalité initiale. À suivre.